Beaucoup de gens aimeraient voler dans l'espace. La pesanteur, la vue imprenable sur la Terre d'un côté et la zone noire incroyablement effrayante de l'autre. Oui, tout cela est super, mais n'oublie pas que ce voyage peut se transformer en cauchemar. Manque d'oxygène, flotter dans l'espace et rester dans un vaisseau spatial pendant une longue période sans savoir quand tu pourras rentrer chez toi. C'est ce qui est arrivé à un astronaute russe. Son séjour dans l'espace est l'un des plus longs au monde. Sergueï Krikalev, 33 ans, ingénieur spatial, a passé 311 jours en apesanteur dans la station spatiale Mir. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de cette histoire. Le long voyage de Sergueï a commencé le 18 mai 1991. Ce jour-là, il a embarqué dans un vaisseau de transport et est parti dans l'espace vers la station spatiale Mir. Le 20 mai, le processus d'amarrage à la station s'est déroulé. Là, en compagnie d'un autre ingénieur, Sergueï a rempli ses fonctions dans l'espace. Ils sont sortis plusieurs fois à l'extérieur, ont effectué des réparations, se sont occupés de la station et ont mené des expériences scientifiques. Quand on a de la compagnie et beaucoup de travail, vivre dans l'espace n'est pas si difficile. Mais les choses se sont gâtées le jour où Sergueï était censé rentrer chez lui. Selon le plan, la mission aurait dû durer 5 mois. Un nouvel astronaute était censé remplacer les anciens. Le vaisseau de transport s'était finalement amarré à la station. Mais le 10 octobre, un seul astronaute est revenu sur Terre. Sergueï est resté seul dans la station Mir. Il a continué à travailler en tant que seul ingénieur de vol de l'équipage. La station ne pouvait pas rester seule. Ils ont dû envoyer quelqu'un pour le remplacer. Il n'était pas prêt pour un si long séjour dans l'espace. Il ne s'était pas entraîné pour cela. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas quitter la station comme ça. Un mois s'est écoulé. Ils ont informé Sergueï qu'il rentrerait bientôt chez lui, mais quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Le 25 décembre 1991, c'était la chute de l'URSS. Ils ont contacté Sergueï et lui ont dit qu'il ne pouvait pas revenir dans son pays, puisque le pays qui avait promis de le ramener chez lui n'existait plus. En effet, pendant ce temps, une grande crise avait éclaté en Russie. Le retour du cosmonaute était impossible, car personne n'avait l'argent pour le faire. Imagine la situation de Sergueï. Tu es à des centaines de kilomètres de chez toi, dans l'espace noir, complètement seul, et tu n'as aucune idée du nombre de jours qu'il te reste à passer là-bas. Les jours s'écoulaient lentement, les semaines, puis le mois a passé. Cela aurait été beaucoup plus facile si être dans l'espace n'était pas dangereux pour la santé. Mais dans des conditions d'apesanteur, le corps humain subit de sérieux dommages. D'abord, il y a un affaiblissement des muscles. Le corps ne reçoit pas la charge nécessaire dont il a besoin et les muscles sont constamment dans un état de relaxation, ce qui entraîne une dystrophie. Certes, les astronautes font une série d'exercices tous les jours, mais cela ne suffit pas à maintenir le corps en forme. En plus des muscles, les os commencent à s'affaiblir et la personne devient faible. Même après 6 mois de ce genre de vie, tout astronaute a besoin de beaucoup de temps pour retrouver sa forme antérieure après son retour chez lui. De plus, il y a énormément de radiation dans l'espace, ce qui est dangereux pour les gens. Elles proviennent de plusieurs sources à la fois. La principale radiation provient du Soleil. Sur Terre, nous sommes protégés de ce rayonnement grâce au champ magnétique de la planète. Presque tous les rayonnements s'accumulent dans la haute atmosphère et ne nous atteignent pas. Cette accumulation de rayonnement dans l'atmosphère est néfaste pour les astronautes. Mais le pire rayonnement est celui de la galaxie. Il provient d'étoiles et de galaxies lointaines et a un effet puissant sur tous les êtres vivants. Les radiations provoquent de nombreuses conditions défavorables et détruisent l'organisme au niveau cellulaire. Aujourd'hui, tous les vaisseaux spatiaux et l'ISS sont équipés de boucliers et de revêtements qui réfléchissent les radiations. Mais cela n'offre toujours pas une protection à 100%. Dans l'espace, le système immunitaire de l'astronaute change. Il n'existe aucune condition dans laquelle le système immunitaire pourrait s'améliorer. Apparemment, l'absence de nombreuses bactéries et microbes n'a rien d'anormal. Mais les défenses de l'organisme s'affaiblissent. La personne devient plus vulnérable aux microbes qui peuvent être apportés par un autre astronaute. Tu as aussi de sérieuses restrictions alimentaires. La nourriture dans les tubes ne contient pas autant de vitamines utiles que dans les produits naturels. Sans vitamines, le corps s'affaiblit encore plus. Et parfois, les astronautes doivent faire des sorties dans l'espace, ce qui n'est pas facile. Une combinaison spatiale est une tenue énorme et inconfortable. Elle contraint tes mouvements et exerce une pression sur ton corps. Le travail dans l'espace peut durer jusqu'à plusieurs heures. Pendant ce temps, tu transpires énormément. L'un des filtres de la combinaison peut être cassé et tout le liquide libéré par le corps peut se répandre dans la combinaison et atteindre ton visage. Tu peux avoir les yeux humides. Les gouttes perturbent ta vision.
Des milliers de dangers peuvent guetter un astronaute lors d'une mission dans l'espace. Imagine que tu fais des réparations et que quelque chose ne va pas. La clé à molette saute du boulon et elle s'envole par exemple. Tu essaies de l'attraper et tu t'éloignes sans t'en apercevoir du vaisseau. Tu attrapes le boulon, mais ton corps s'envole déjà. Tu n'as rien à quoi te raccrocher. Mais heureusement, tu as une corde de sécurité. Mais elle peut se détacher de ta combinaison spatiale parce que tu l'as mal fixée. Dès que la corde se casse, ton corps change d'angle de vol. Maintenant, tu ne te contentes pas de t'envoler, ton corps tourne à cet instant. La Terre et l'espace noir défilent dans tes yeux. Donc, tu as compris, il existe vraiment des gros risques. Mais rien de tout cela n'est arrivé à Sergueï. Tous les astronautes passent de nombreuses heures à s'entraîner pour être prêts à affronter n'importe quel problème. Ils acquièrent une bonne forme physique et la perdent pendant la mission. Ajoute à tout cela le facteur psychologique. Ton corps s'affaiblit, tu ne peux pas respirer d'air frais, tu ne peux pas voir tes amis et tu n'as pas la possibilité de rentrer chez toi. Une petite couche de parois te sépare du vide froid de l'espace. Tout cela provoque du stress qui affaiblit également l'immunité et nuit au système nerveux. Heureusement, les astronautes suivent également un entraînement psychologique sérieux. Ils sont capables de garder leur sang-froid dans les situations les plus stressantes. Mais lorsque tu es seul dans l'espace pendant plus de 6 mois et que tu ne sais pas quand tu vas revenir, tu peux devenir sérieusement nerveux. Heureusement, Sergueï n'a pas paniqué. Il a accompli ses tâches quotidiennes, s'est entraîné et, bien sûr, s'est ennuyé de son foyer. 1 mois plus tard, il a reçu la même réponse. « Nous ne pouvons pas encore te faire revenir. Le pays est dans une situation difficile. » Il se sentait plus mal chaque jour. Ses forces le quittaient. Il n'était pas sûr de pouvoir survivre. Le plus intéressant est que la station avait une capsule développée pour retourner sur Terre. Mais Sergueï ne l'a pas utilisée car personne n'aurait alors fait tourner la station. La Russie a vendu les postes de la station à d'autres pays. Ils espéraient aussi vendre Mir. Sergueï devait donc continuer à faire fonctionner la station. La mission de Sergueï a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Par conséquent, il a passé 10 mois ou 311 jours dans l'espace et a établi un record mondial. Pendant cette période, il a fait environ 5000 fois le tour de la Terre. Et enfin, il a reçu le message tant attendu. Il rentrait à la maison. L'Allemagne avait payé environ 24 millions de dollars pour un billet vers la station. Ils allaient remplacer l'astronaute. Krikalev est monté dans la capsule et s'est envolé vers la Terre. Beaucoup de gens attendaient son retour ici. Le cosmonaute a atterri et tout le monde s'est précipité pour l'aider. Il avait l'air très maigre, en sueur et épuisé. 4 hommes l'ont aidé à sortir de la capsule. Ils l'ont aidé à se maintenir debout, lui ont donné un manteau de fourrure et lui ont apporté un bol de bouillon. On pourrait imaginer qu'un vol pareil laisserait une empreinte sur sa vie à jamais. Mais le cosmonaute était d'excellente humeur. 2 ans plus tard, il est retourné dans l'espace et est devenu le premier cosmonaute russe à voler sur une navette de la NASA. Et 2 ans plus tard, il a été l'un des premiers à vivre sur l'ISS. En 2005, il a effectué son 6e et dernier vol. Il est allé à l'ISS où il a passé environ 6 mois, après quoi il est rentré chez lui à bord de la navette. Après ce vol, il a établi un record mondial pour la durée totale de séjour dans l'espace, soit 803 jours. Seulement 10 ans plus tard, quelqu'un a réussi à battre ce record. Mais c'est une autre histoire. C'est probablement l'un des pires cauchemars pour un astronaute. Flotter indéfiniment dans l'espace. Imagine que suite à un accident, tu t'éloignes lentement de la Station spatiale internationale et te retrouves dans le néant. Là où il n'y a rien d'autre que le vide glacial. Heureusement, tu as encore une chance de survivre. Examinons en détail le moment où cela pourrait se produire. Imagine que tu es sur la Station spatiale internationale. Elle se trouve à environ 400 km d'altitude dans les couches supérieures de l'atmosphère. Il est important de mentionner qu'elle n'est pas totalement dans l'espace, car la gravité terrestre exerce une traction constante sur elle. Pour ne pas tomber, la station doit voler autour de notre planète à environ 27 000 km/h. Cette vitesse est suffisante pour aider la station à lutter contre l'attraction de notre planète. Mais sur l'ISS, lorsque tu sors dans l'espace, tu ne ressens pas cette vitesse. Tu as plutôt l'impression de flotter tout en voyant la Terre tourner. Mais il y a toujours beaucoup de débris spatiaux qui se déplacent dans le sens inverse. Du point de vue d'une personne à bord de l'ISS, la vitesse de ces objets est incroyablement élevée. Tu enfiles une combinaison spatiale qui contient des réserves d'oxygène et d'eau pour que tu puisses boire pendant ta mission. Tu es donc sur le point de sortir dans l'espace. D'abord, tu dois passer par un sas constitué de 2 portes. Tu entres
et tu fermes le premier sas pour bloquer l'accès à l'oxygène de la station spatiale. Tu ouvres ensuite la porte qui mène directement dans l'espace. Ce que tu t'apprêtes à faire est ce qu'on appelle un spacewalk. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux vouloir aller à l'extérieur. Ce peut être pour mener des expériences scientifiques, afin de voir comment différentes choses se comportent dans l'espace. Ce peut aussi être pour tester de nouveaux équipements, capteurs et autres gadgets de haute technologie. Ce peut encore être pour réparer des pièces défectueuses ou pour la maintenance de la station spatiale. Avant de faire un pas dans le vide, tu attaches ta combinaison à un câble relié au vaisseau. Tu attaches également de petits câbles à tes outils, comme un tournevis ou une clé à molette, afin de ne pas les perdre. Tu quittes le vaisseau et éprouves alors une sensation similaire à celle de nager sous l'eau. D'ailleurs, avant de sortir dans une zone de gravité zéro, les astronautes s'entraînent dans une immense piscine. Tu te diriges vers l'endroit qui doit être réparé tout en te tenant au vaisseau. Disons que tu dois resserrer une petite vis. Un astronaute a dit un jour que la moindre tâche dans l'espace était difficile. Tu portes une énorme combinaison qui ralentit tes mouvements et te rend maladroit. Elle provoque également des démangeaisons et la moindre chose peut vite prendre plusieurs heures. Pendant ce temps, tu transpires beaucoup. L'un des filtres de la combinaison spatiale peut être endommagé. Et dans ce cas, tout le liquide libéré par ton corps peut se répandre dans la combinaison et atteindre ton visage. Tes yeux peuvent alors larmoyer et rendre ta vision trouble. Des dizaines de dangers se cachent dans l'espace et il n'y a pas vraiment d'instructions définitives concernant la manière de gérer la plupart d'entre eux. Bref, tu es en train de serrer ta vis, mais quelque chose ne va pas. La clé t'échappe des mains et la vis s'envole de la coque du vaisseau. Tu essaies de la rattraper en exerçant machinalement une pression sur la station. Tu parviens à attraper la vis, mais tu t'es envolé et plus rien ne te retient à part le câble. Oh non, il n'est plus relié à ta combinaison. Tu l'avais mal attaché. Tu n'es plus du tout relié à la station. Ton corps se met à tourner. La vue de la Terre et de l'espace noir se mettent à défiler devant tes yeux. Tu ne peux rien faire pour t'arrêter. Heureusement, ce câble n'est pas la seule mesure de sécurité. Ta combinaison spatiale est équipée d'un Cypher. Il s'agit d'un sac à dos contenant du carburant qui fonctionne comme un jetpack. Tu l'actives et il te stabilise. Tu arrêtes de tourner, ce qui te calme un peu. Maintenant que tu sais exactement où se trouve l'ISS, tu dois t'orienter manuellement et voler prudemment jusqu'à elle. Le Cypher libère du gaz par de petits tubes, ce qui te propulse vers l'avant. À l'aide de la télécommande du Cypher, qui ressemble à un joystick, tu peux changer la direction dans laquelle le gaz est libéré, contrôlant ainsi ta trajectoire. Tu t'assures que la station reste bien devant toi en donnant de brèves pressions sur le joystick afin de stabiliser ton avancée. Si tu appuies un peu trop fort, tu risques de repartir en vrille, ce qui réduira tes chances de rentrer. Chaque astronaute passe de nombreuses heures dans un simulateur de réalité virtuelle qui lui donne l'impression d'être dans l'espace. Tu sais donc comment contrôler le Cypher. Tu t'approches lentement de l'ISS. Tu contrôles ta vitesse. Si tu commences à accélérer, tu devras diriger les tubes dans la direction opposée pour te ralentir. Si tu arrives trop vite, tu risques de t'écraser sur la station et d'endommager ta combinaison spatiale. Tu es enfin revenu à l'ISS. Tu cherches quelque chose où t'accrocher et tu te diriges vers le sas. Tu as l'impression de faire de l'escalade sous l'eau. Tu arrives au sas. Ouf! Mais revenons en arrière, au moment où tu t'étais éloigné de l'ISS. Tu essaies d'utiliser ton sac à dos pour stabiliser tes mouvements, mais tu es nerveux et tu n'arrives pas à te calmer. Tu appuies au hasard sur le joystick et diriges de façon chaotique les tubes dans différentes directions. Au bout de quelques minutes, tu ne t'es toujours pas rapproché de l'ISS et le carburant du Cypher est épuisé. Tu es encore plus nerveux. Revenons encore en arrière. Tu t'éloignes de l'ISS, tu utilises le Cypher et tu ralentis ta vitesse de rotation. Tu es maintenant face à la station. Tu t'approches du vaisseau avec des poussées lentes et régulières. Tout se passe bien, mais à un moment, tu perçois un mouvement. Il s'agit d'un petit morceau de métal provenant d'un vieux satellite. Il s'écrase sur la Cypher et transperce le sac à dos. Du carburant commence à s'échapper dans l'espace. Tu te remets à tourner à cause de l'impact. Tu ne comprends pas dans quelle direction tu te déplaces. Il ne te reste plus qu'à prendre une grande inspiration et à utiliser le carburant restant pour t'arrêter. C'est fait. Tu flottes sans tourner. Il n'existe aucune instruction ou protocole qui t'aideront à sortir de cette situation. Tu te déplaces dans l'espace sans rien contrôler. Pour retourner à l'ISS, tu devrais repousser quelque chose. Heureusement, tu as le temps de réfléchir à ce que tu peux faire. Ta combinaison spatiale a des réserves d'oxygène pour plusieurs heures. Tu as aussi de l'eau que tu peux boire grâce à une petite paille en caoutchouc fixée à l'intérieur de ton casque.
Tu es le premier humain de l'histoire à se retrouver dans une telle situation. Mais cela ne signifie pas que tu n'as aucune chance de survie. Si tu pouvais lancer quelque chose sur le côté, cela te mettrait en mouvement. Par exemple, tu pourrais lancer une clé à molette suffisamment lourde dans la direction opposée à celle de l'ISS, afin de te propulser vers la station. Mais malheureusement, tu n'as rien à lancer. Ton cipher est cassé et tu ne peux pas le retirer sans l'aide de quelqu'un. Tu profites de la belle vue de la Terre et essaies de respirer aussi lentement que possible pour économiser ton oxygène. Il semble qu'il n'y ait plus aucun espoir, mais à ce moment-là, d'autres astronautes t'appellent par radio. Ils voient ta position et viennent pour te sauver. Une collègue se dirige vers toi. Elle est solidement attachée à 2 longs câbles. Elle t'en donnera un lorsqu'elle t'atteindra. Elle se déplace avec son cipher, elle est très proche. Finalement, elle ralentit et attrape ta main. Elle décroche l'un des câbles de sa combinaison spatiale et l'attache à la tienne. Grâce à ce câble, tu te rapproches de la station. À ce moment, un boulon rouillé passe à proximité. Le principal danger est qu'un débris spatial perce ta combinaison ou détache le câble. Tu accélères et atteins le sas. Là, tu plonges littéralement à l'intérieur. L'une des missions spatiales les plus dangereuses a été accomplie. Théoriquement, il y a un autre moyen de te sauver. Un vaisseau spatial livrant des vivres et des fournitures à l'ISS pourrait venir te chercher. Mais cette mission serait encore plus difficile, car elle nécessiterait un calcul d'itinéraire très précis. À la moindre erreur, le vaisseau spatial pourrait te percuter et te projeter à grande vitesse. Tu flotterais alors pendant plusieurs heures jusqu'à ce que tu manques d'oxygène ou qu'un débris spatial déchire ta combinaison. Heureusement, tous les astronautes sont suffisamment bien entraînés et expérimentés pour éviter de tels accidents. L'alunissage a constitué l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de l'humanité. Le monde traversait une période difficile, si bien que voir des représentants de l'espèce humaine là-haut aura été quelque chose d'extraordinaire. Le 16 juillet 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont devenus les premiers hommes à quitter avec succès l'atmosphère de notre planète en direction d'une terre inconnue. C'est Neil qui a fait les premiers pas sur la Lune, après avoir manœuvré le vaisseau spatial avec une grande précision. La mission Apollo 11 a été le grand pas pour l'humanité dont tout le monde avait besoin. Lorsqu'ils sont revenus en toute sécurité sur Terre, ils ont été accueillis comme des héros, et le rêve de tous les enfants a été de les imiter. Ils étaient dans une capsule avec un parachute qui a atterri à près de 1600 km de la côte d'Honolulu, avec un équipage qui les attendait. Ils étaient les personnes les plus célèbres du monde à ce moment-là, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Aller dans l'espace présentait de nombreuses menaces potentielles dont personne n'avait vraiment parlé. Il y avait tellement de préparatifs à régler pour le lancement, sans parler de l'entraînement et des recherches. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, puisque c'était le premier voyage de ce genre dans toute l'histoire. Il y avait tellement de mystères derrière la Lune que les scientifiques ont proposé une théorie selon laquelle les 3 astronautes auraient pu attraper des germes microscopiques de l'atmosphère lunaire, ce qui aurait pu être dangereux pour l'humanité. Dès qu'ils ont atterri sur Terre, ils ont dû rester en isolement pendant 3 semaines. La crainte était réelle. La communauté médicale était extrêmement inquiète de ces potentielles bactéries extraterrestres et ne voulait prendre aucun risque. Le public était tout aussi effrayé. Les hélicoptères de récupération ont plané au-dessus d'eux. Les plongeurs de sauvetage ont frotté en profondeur l'écoutille de la capsule avec de l'iode pour désinfecter tout ce que la capsule aurait pu apporter de l'espace. Ensuite, on leur a donné des bigs, des combinaisons d'isolation biologique à porter dans la capsule avant de sortir dans l'atmosphère terrestre. Après avoir enfilé les combinaisons, ils ont été désinfectés à l'eau de Javel et emmenés sur un porte-avions par hélicoptère pour être escortés jusqu'à une unité mobile d'isolement. L'unité a accosté à Hawaï, tandis qu'ils étaient dans l'installation de quarantaine mobile jusqu'à ce qu'elle soit transportée par avion à la base aérienne d'Ellington à Houston, au Texas. Ils ont ensuite été placés dans un laboratoire de réception lunaire. Là-bas, ils ont dû passer 15 jours de plus dans une pièce scellée pour réduire le risque de s'exposer au monde extérieur. Ils devaient rester dans la lumière ultraviolette pour éliminer tout microbe ou bactérie de l'espace. À la fin de chaque journée, toutes les personnes travaillant au LRL devaient se désinfecter et se doucher pour écarter tout risque. Et dans le cas où ils seraient infectés par certains microbes lunaires, ils devraient aussi être placés en isolement, tout comme les astronautes. À l'intérieur de l'unité, les 3 hommes ont dû trouver des moyens de se divertir.
Comme il leur restait 2 semaines d'isolement, ils ont fait ce que d'autres auraient fait dans une pièce fermée. Ils ont discuté. Ils ont beaucoup ri et ont eu toutes les sortes d'interactions qu'ils pouvaient avoir les uns avec les autres. Les rapports stipulent qu'ils étaient à l'aise à l'intérieur, mais comme il n'y avait pas grand-chose à faire, ils se sont vite ennuyés. Ils mangeaient bien et avaient tous les repas nécessaires pour rester en bonne santé. Pendant ce temps-là, ils ont pratiqué certaines activités comme le tennis de table, l'entraînement à la salle de sport et ont même joué du ukulélé. En tout cas, c'est ce qu'a fait Neil Armstrong. Certains d'entre eux couraient d'avant en arrière dans le couloir. Les astronautes perdent leur masse musculaire lorsqu'ils restent trop longtemps dans l'espace, de sorte que faire de l'exercice n'est pas seulement une distraction, mais une obligation. Ils ont même organisé une fête et célébré le 39e anniversaire de Neil en isolement. Il a eu droit à un gâteau avec des bougies cuisinées par l'un des membres du personnel du LRL. En outre, ils avaient des cartes à jouer pour se divertir, des magazines et des reportages sur leur mission. Ils ont également parlé à certains membres de leur famille lorsqu'ils en avaient l'occasion, soit par téléphone, soit séparés par des murs de verre. Ils respectaient la vie privée de chacun et trouvaient des moyens de s'occuper lorsque l'un d'entre eux parlait à un membre de sa famille ou discutait de quelque chose en toute confidentialité. Ils ont aussi dû passer des tests médicaux quotidiens et avoir de longs débriefings avec la NASA, séparés par une vitre. Ils ont passé du temps à travailler sur des rapports de mission et à remplir d'autres documents. La cerise sur le gâteau est arrivée lorsque le président Nixon leur a rendu visite avant qu'ils ne soient envoyés au LRL pour les féliciter d'être les héros que tout le monde admirait. Une fois ces 21 jours écoulés, ils ont été libérés de leur isolement. Les scientifiques n'ont rien trouvé d'effrayant dans leur système, ni rien qu'ils aient rapporté avec eux. Il n'y avait aucun agent pathogène, microbe ou bactérie provenant de la Lune. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas de vie sur notre rocher flottant. Les 3 hommes ont enfin pu rentrer chez eux auprès de leur famille et profiter de la liberté de l'atmosphère terrestre. Finalement, le principe de la quarantaine au retour a été abandonné, mais tous les astronautes qui se rendent à la Station spatiale internationale doivent rester en isolement avant le lancement, pour ne pas apporter d'infection là-haut. Les scientifiques ont aujourd'hui les yeux rivés sur Mars pour une prochaine colonisation. Le programme SpaceX d'Elon Musk se veut le fer de lance de la mission et vise à utiliser des robots pour poser le premier pied sur la planète rouge. Le Tesla Bot a été présenté en 2021 et peut nous imiter assez bien. Il peut faire les tâches quotidiennes ennuyeuses que nous n'aimons pas, comme le ménage, les courses et porter des objets lourds. Grâce au fait qu'il marche comme nous pourrons avoir une bonne idée de la façon dont les humains se déplaceront sur Mars. Les robots peuvent envoyer des rapports à la Terre dès qu'ils reçoivent les données et peuvent probablement étudier l'environnement s'il y a effectivement des microbes extraterrestres qui vivent sur Mars. Mais rien de tout cela n'arrivera de sitôt. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant que nous puissions réellement vivre sur la planète rouge. Le premier défi est de s'y rendre. Les scientifiques ont prédit que cela pourrait prendre jusqu'à 9 mois à l'intérieur d'un grand vaisseau spatial suivant un itinéraire soigneusement tracé. Il y aura probablement de nombreux robots pour aider, en cas de besoin, les quelques humains spécialisés dans divers domaines. Sans aucun doute, il y aura des chambres à coucher, une salle d'exercice et une salle de loisirs, pour n'en citer que quelques-unes. Ce sera risqué, mais excitant. Et après ces longs mois de voyage, il sera temps de procéder à l'atterrissage, qui sera tout aussi difficile, sinon plus. La NASA a utilisé une grue aérienne spéciale pour faire descendre le rover Curiosity sur la surface de Mars en 2012. Alors peut-être pouvons-nous développer une technologie similaire pour nous installer avant l'arrivée du vaisseau spatial. Une fois que ces choses seront réglées, il sera temps de se préparer pour l'étape cruciale, l'installation. Les étapes initiales ont été étudiées et l'équipage sait exactement quoi faire et où et quoi construire. Les robots et les ingénieurs construiront des quartiers d'habitation, des fermes intérieures et les éléments de base nécessaires à la survie. Bien sûr, ils pourront apporter une certaine quantité de nourriture et de ressources qui pourront tenir des années, mais le but principal est d'être autonome. Il faudra produire de l'eau, de la nourriture et de l'air respirable si nous voulons nous en sortir là-haut. Il y a des preuves que Mars était autrefois un monde rempli d'eau. Il est donc possible qu'il y ait de l'eau sous terre ou dans les calottes glaciaires. Nous ne pouvons pas faire pousser de culture sans eau, ce qui nous amène à notre prochain défi, faire pousser de la nourriture au milieu d'une terre désolée. Nous devrons vivre dans des dômes pour pouvoir respirer et nous promener sans combinaison protectrice. Faire pousser de la nourriture dans ces dômes sera donc une évidence, mais l'approvisionnement en eau étant limité pour les cultures, nous devrons trouver un moyen de produire de l'eau et d'imiter les conditions permettant aux plantes de pousser.
Une fois que ces choses seront construites et étudiées, viendra le prochain défi, alimenter la colonie en énergie. L'énergie solaire est l'un des choix les plus évidents. Cette source d'énergie peut alimenter des piles à combustible et des batteries nucléaires pour notre usage quotidien. Et une fois que tout cela sera opérationnel, nous pourrons enfin dire que nous avons une colonie en dehors de la Terre. Tôt ou tard, d'autres vaisseaux arriveront, avec plus de gens qui s'installeront et construiront un avenir là-bas. D'ici là, nous saurons s'il y a des microbes étrangers qui pourraient constituer une menace et nous n'aurons pas à mettre les colons en quarantaine. Et tout ce que cela coûtera, ce sont quelques dizaines de milliards de dollars. Une broutille pour le prochain grand pas de l'humanité. Tu attends ton pain à l'ail qui cuit au four. En regardant les étoiles par la fenêtre de ta cuisine, tu te demandes « Pourrais-tu envoyer du pain à l'ail dans l'espace ?» Et plus important encore, pourrais-tu encore le manger s'il revenait ? Des questions cruciales. Habituellement, quand il s'agit de pain à l'ail, il n'y a qu'une chose dont les gens se soucient. Faut-il ou non mettre du fromage dessus ? Miam ! Ce goût d'ail appétissant combiné au pain croustillant et chaud. Bon, concentrons-nous. Comment allons-nous envoyer ce pain dans l'espace ? Étant donné que la première navette spatiale de la NASA a coûté environ 49 milliards de dollars, ils ne nous permettront sans doute pas d'emprunter un vaisseau spatial pour la journée. Ils doivent avoir des choses plus importantes à faire. Oui, c'est difficile à croire que certaines personnes ne prennent pas le pain à l'ail aussi sérieusement que le reste d'entre nous. Mais ne t'inquiète pas, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un ballon. Non, pas le genre de ballon que tu as l'habitude de voir dans ces fêtes où tu es entouré de pizzas, de hamburgers, de hot dogs et de gâteaux. Oh, je crois que j'ai un problème avec le pain. Quoi qu'il en soit, le type de ballon dont nous avons besoin est un ballon météo. Il est conçu pour atteindre des altitudes élevées jusqu'à 38 km. Il transporte des instruments au-delà de notre atmosphère pour nous renvoyer des informations sur la température, l'humidité, la vitesse du vent et la pression atmosphérique. Un météorologue français a commencé à faire des expériences avec eux en 1896 et son travail a conduit à la découverte de la stratosphère. On peut se demander s'il aurait été fier de son ballon qui fonctionne désormais comme un service de taxi extraterrestre pour notre pain à l'ail. Peut-être pas, mais il serait certainement ravi de savoir que des centaines de personnes dans le monde entier libèrent aujourd'hui ces ballons pour leur propre expérience toutes les 12 heures. La plupart des organisations officielles estiment que l'espace commence officiellement à la ligne Kármán, complètement arbitraire, à 100 km au-dessus de nous. Envoyer du pain en orbite nécessiterait une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Sans notre fusée de la NASA, qui voyage généralement à une vitesse de 27 000 km/h, nous ne pourrons pas conduire le pain aussi haut ou voyager à cette vitesse. Mais notre ballon nous fera quand même faire un tiers du chemin vers l'espace en nous amenant dans la zone connue sous le nom de bord de l'espace. Étant donné que l'atmosphère là-haut est si mince, environ 1% de la pression au niveau du sol, ce n'est vraiment pas un si mauvais substitut de l'espace réel pour ce test. Je n'ai jamais été à l'aise avec le fait d'être à plus de 100 km de mon dîner de toute façon. Alors, tant mieux. Ah, je t'entends déjà crier devant ton ordinateur. Mais de quoi il parle ? J'ai déjà vu des vidéos de pizza envoyées dans l'espace réel en utilisant une méthode similaire. Pourquoi on devrait se contenter du bord de l'espace ? De nombreuses caméras utilisées dans ces vidéos pour documenter le voyage de l'objet utilisent une lentille fish-eye. Cet objectif exagère la courbe de la Terre par rapport à ce à quoi elle ressemble depuis ses hauteurs, donnant l'illusion que la caméra est plus proche de l'espace qu'elle ne l'est. Bon, ce point est réglé, contrairement à la question de savoir ce qui est meilleur entre la pizza et le pain à l'ail. Nous avons donc maintenant notre ballon météo auquel nous avons attaché à contre-cœur notre pain à l'ail. Le moment du décollage est arrivé. Nous lançons le pain à l'ail dans le ciel et essuyons les larmes sur nos joues en le regardant disparaître au-delà des nuages. Comparé à une fusée, le rythme de notre ballon pourrait aussi bien être celui d'une tortue, même s'il se déplace à une vitesse de plus de 300 mètres par minute. Donc, un bon moyen de nous distraire de la tristesse du départ de notre pain est de nous demander ce qui va arriver à notre pain à l'ail pendant son voyage. En 2 heures, notre ballon météo peut s'élever au-dessus des nuages, plus haut que les trajectoires des avions à réaction, en traversant la couche d'ozone dans la stratosphère et en atteignant une altitude de 35 km ou plus. Le ballon supportera des températures aussi froides que -90 degrés Celsius,
Ce qui signifie que nous ferions mieux d'avoir un micro-ondes à portée de main s'il revenait vers nous. Le ballon se dilatera au fur et à mesure de son ascension, passant de 2 mètres à 8 mètres, car la pression de l'air diminue à mesure que le ballon monte dans l'atmosphère. Ce qui va se passer ensuite serait une expérience vraiment satisfaisante si notre nourriture n'était pas mise en danger. En effet, notre ballon météo va éclater. Et juste comme ça, notre pain à l'ail va entamer sa descente des cieux. Les conditions de vent détermineront à quelle distance du site de lancement le pain atterrira. Mais on peut s'attendre à ce qu'il n'atterrisse pas à plus de 120 km. Comme c'est le cas pour les expériences avec les ballons météorologiques, un parachute est attaché à la cargaison, ce qui permettra d'assurer le retour du pain en toute sécurité et les retrouvailles avec son meilleur ami, mon estomac. Même si c'est lui qui fait actuellement des bruits d'animaux à cause de la faim, ce sont de vrais animaux qui représentent maintenant une menace en tant que prédateurs potentiels pour nous arracher notre dîner. Les ingénieurs ont conçu des emballages pour des exercices comme celui-ci, équipés d'un GPS et d'un servomoteur. Cet emballage se fermera à environ 1000 mètres au-dessus du sol. Il protégera le pain à l'ail des points d'atterrissage indésirables et des diverses mâchoires du règne animal. Ce qui augmentera considérablement la probabilité de pouvoir le manger si nous parvenons à le relocaliser. En réalité, les ballons météorologiques utilisés par des expériences comme celle-ci font plus de dégâts à la faune et à la nature que l'inverse. Les animaux marins comme les tortues confondent souvent les restes des ballons météo dans l'eau avec des méduses et les mangent en pensant qu'ils viennent de gagner un repas facile. Cela est dommageable pour ces animaux, car les composants de ces ballons météo contiennent du caoutchouc et de l'acide de batterie. Des arguments ont été avancés pour dire que les essais de ballons météorologiques sont en fin de compte une forme d'abandon de déchets. Si cette vidéo t'inspire à essayer d'envoyer de la nourriture dans l'espace à l'aide de ballons, garde ceci à l'esprit. La chasse est donc ouverte, pas pour les animaux sauvages, mais pour nous-mêmes. Mais quel est ce dicton ? Échouer à se préparer, c'est se préparer à échouer. Se préparer à se passer de ce fantastique morceau de pain à l'ail que tu viens de lancer au bord de l'espace et que tu es maintenant en route pour récupérer ? Non. Pour nous assurer que nous pourrons retrouver le pain une fois qu'il aura atterri, nous avons attaché des tracteurs radio au ballon avant de le lancer. Ceux-ci envoient un signal avec une position GPS au sol qui est ensuite affichée sur une carte pour que nous puissions la suivre, ce qui nous donne une bonne idée de l'endroit où le pain à l'ail sera trouvé. Merci la technologie. Et juste comme ça, voilà, le moment est arrivé. Nous avons retrouvé notre pain à l'ail intact. Et après quelques câlins passionnés et caresses affectueuses, nous sommes prêts à en prendre une bouchée. Alors, l'attente en valait-elle la peine ? Quel est son goût ? Et peux-tu le manger ? Oui, tu peux. Mais qu'en est-il du goût ? Pas très bon en fait, car comme nous l'avions mentionné plus tôt, nous avons oublié le micro-ondes. Le pain a été congelé par les températures extrêmes qu'il a rencontrées pendant son voyage. Donc, il est tout congelé à l'intérieur. Mais avant même de pouvoir le découvrir, nous remarquons que lorsque nous voulons mordre un morceau de pain, il ne se coupe pas comme d'habitude. Au contraire, il se brise comme si nous venions de casser un morceau d'une brindille. Nous pouvons même entendre un bruit de craquement. Le pain chaud et moelleux n'est plus. Il vaudrait mieux que tu gardes ça pour le dessert, au cas où tu manquerais de crème glacée. En y réfléchissant bien, jetons-le à la poubelle. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt sympa de pouvoir envoyer ce pain à l'ail au bord de l'espace et de pouvoir quand même finir par le manger, non ? Avant de m'évanouir d'inanition, je vais aller au magasin pour en acheter d'autres, que je n'enverrai certainement pas dans l'espace. Pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires s'il y a des aliments que tu aimerais envoyer dans l'espace pour les pimenter un peu avant de les manger ? Quand tu étais enfant, on ne t'a pas appris à ne pas jouer avec la nourriture ? Apparemment, on ne l'a pas appris aux astronautes et faire flotter des cubes de gelée à travers la cabine en apesanteur est très amusant. Mais c'est aussi le signe d'un problème potentiel appelé l'euphorie de l'espace. Personne n'avait jamais envisagé qu'un bonheur extrême dans l'espace puisse devenir un problème. Mais c'est bien le cas, et ça n'a rien d'une plaisanterie. Pendant de nombreuses années, cette euphorie spatiale a échappé à toute détection, alors qu'elle était juste là, à la vue de tous. Lorsque l'astronaute de la mission Apollo 14, Alan Shepard, a emporté secrètement des balles de golf sur la Lune et qu'il a essayé de créer une Lune miniature pour celle-ci en tentant de lancer une balle en orbite, tout le monde a trouvé ça marrant. L'astronaute d'Apollo 16, Charles Duke, a pensé qu'il serait drôle d'essayer de rivaliser avec les athlètes des Jeux Olympiques de 1972 sur Terre.
il a tenté de sauter plus haut que les athlètes en bénéficiant d'une gravité lunaire équivalente à 1/6 de celle de la Terre. Duke a sauté si haut qu'il a pivoté en l'air et est retombé en s'écrasant sur le système de survie de son sac à dos. La chute aurait pu être fatale si le sac s'était fissuré. Le commandant de Duke, John Young, a alors déclaré « Ce n'est pas drôle » et il avait raison. Pourtant, lorsque les astronautes d'Apollo 17 se sont mis à danser et à chanter des berceuses tout en collectant des échantillons de roches, tout le monde a trouvé ça mignon. Et l'euphorie de l'espace est encore passée inaperçue. Dès 1965, lorsque Ed White est devenu le premier Américain à flotter dans l'espace lors d'une sortie extravéhiculaire, son euphorie spatiale est devenue évidente. Il est resté dehors bien plus longtemps que nécessaire, afin de tester sa mobilité avec le tout premier jetpack, ou MMU comme on l'appelait, l'acronyme de Manned Maneuvering Unit. Il a alors déclaré « Je ne reviendrai pas, c'est tellement amusant ». Enfin, lorsqu'on lui a ordonné de retourner à bord du vaisseau Gemini, Ed White a déclaré que c'était le jour le plus triste de sa vie. De toute évidence, quelque chose de sinistre était à l'œuvre avec cette euphorie de l'espace. L'apesanteur, associée à la vue de la Terre qui passe en dessous, crée une exaltation qui surmonte tout sens du devoir. C'est là le plus grand danger de cette euphorie spatiale. Avec le recul, on a pu constater les effets de l'euphorie de l'espace lorsque les astronautes d'Apollo 17 ont conduit le rover lunaire. Ils ont dépassé la limite de vitesse recommandée et on pouvait les entendre crier et hurler alors que le rover se balançait sur 2 roues, s'envolant même parfois dans les airs. L'astronaute canadien Chris Hadfield était occupé à travailler sur son EVA, ou activité extravéhiculaire, quand il a fait une pause pour regarder par-dessus son épaule. La magie de l'espace lui est apparue en pleine face. Il a été tellement bouleversé par la beauté de la Voie lactée que ses yeux ont commencé à s'emplir de larmes. Or, dans l'espace, les larmes ne coulent pas sur les joues, elles s'accumulent dans les yeux. Hadfield a été aveuglé par ses larmes de joie. Mais allant à l'encontre du protocole, il a refusé de le dire à ses superviseurs sur Terre. Ce n'est qu'une fois qu'il n'a plus été en mesure de travailler qu'Hadfield a prononcé la fameuse phrase « Houston, j'ai un problème ». C'était le résultat direct de cette euphorie spatiale. Il a toutefois réussi à remonter dans la navette, mais son EVA n'a pas été finalisé. L'euphorie de l'espace avait encore frappé. Il y a un autre aspect de l'euphorie de l'espace qui mérite une attention sérieuse. C'est ce qu'on appelle l'effet de surplomb. L'apesanteur dans l'espace affecte tout, de la santé physique et psychologique des astronautes à la physique liée à l'utilisation de tous les équipements mécaniques du vaisseau spatial. Cependant, l'apesanteur n'est pas due à un manque de gravité. Les astronautes sont en orbite autour de la Terre à moins de 500 km d'altitude, ce qu'on appelle LEO pour Low Earth Orbit, soit orbite terrestre basse. Or, il y a encore beaucoup de gravité en orbite terrestre basse. La gravité de la Terre maintient par exemple la Lune en orbite. Or, la Lune est à environ 400 000 km de distance. En fait, un astronaute de 68 kg en pèserait 64 en LEO. L'apesanteur dans l'espace est due non pas à l'absence de gravité, mais à la chute libre. Ce qui monte doit redescendre. La fusée est propulsée et environ 8 minutes plus tard, les moteurs s'éteignent. Le vaisseau spatial commence alors à retomber sur la Terre. Heureusement, à ce moment-là, il a atteint la vitesse orbitale, qui est d'environ 28 000 km/h. Ainsi, il tombe vers la Terre, mais ne la heurte jamais. Il continue à tourner autour dans la même trajectoire incurvée que la surface de la Terre. Il est donc en orbite. C'est une chute libre, et même si tout le monde appelle cela de l'apesanteur, ce n'est pas le cas. Si tu devais placer un pèse-personne sous tes pieds en chute libre, il afficherait 0. Tu ne pèserais rien, mais c'est parce que le pèse-personne tombe lui aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les astronautes conservent toute leur puissance musculaire, leur masse reste la même. Par conséquent, ils peuvent soulever dans l'espace des équivalents lourds, qui pèseraient des centaines ou même des milliers de kilos sur Terre. Les astronautes deviennent des super-humains dans l'espace. Et cela crée une autre situation inhabituelle. Lors du tout premier voyage sur la Lune, les astronautes d'Apollo 8 n'étaient même pas censés regarder en arrière et photographier la Terre. Ils n'ont pris qu'un nombre limité de clichés de notre planète, ce qui est dommage. Toutefois, le lever de terre depuis la Lune est sans doute devenu la photo la plus influente du XXe siècle sur le plan écologique et elle n'était même pas prévue. Mais c'est la clé pour comprendre l'effet de surplomb. S'étonner de l'inattendu.
Même aujourd'hui, presque aucun globe terrestre ne représente fidèlement la Terre. Les globes dans les écoles et les bibliothèques montrent chaque pays, généralement dans des couleurs différentes. Chaque pays arbore une étoile pour marquer sa capitale. Ce n'est donc pas l'apparence de la Terre vue de l'espace. Ces globes ne sont pas des globes de la planète Terre. D'ailleurs, il n'est pas si facile de trouver un globe ressemblant à notre planète. Il n'y a qu'à lire les étiquettes sur les globes scolaires. Le monde géopolitique. Ce sont des globes figurant un lieu qu'on appelle le monde. Or, il n'existe pas de planète appelée le monde. Le monde ne vit pas dans l'espace. Il vit sur le bureau ou sur l'étagère de quelqu'un. La définition de l'espace est d'origine géologique. L'espace est défini comme existant jusqu'à l'atmosphère de la Terre, mais sans l'inclure. Ainsi, la Terre n'est même pas vue comme un objet astronomique. Cela explique pourquoi la toute première mission sur la Lune, la mission Apollo 8, n'avait prévu aucune photo de la Terre. Les selfies n'existaient pas à l'époque. Cela explique aussi pourquoi l'impact psychologique de voir le lever de Terre depuis la Lune a été si profond. C'était une perception unique et totalement nouvelle, à laquelle aucun humain n'était préparé. Voir la Terre dans l'espace était une surprise totale. Imagine que tu flottes dans l'espace, à l'extérieur du vaisseau spatial. Tu es entouré par la galaxie de la Voie lactée, brillant de ses millions d'étoiles. La planète Terre est une bille bleue qui passe sous tes pieds. C'est assez enivrant. Comment réagirais-tu? Serais-tu bouleversé à l'idée d'être en dehors du monde? L'astronaute d'Apollo 9, Rusty Schweickart, était convaincu d'être ce qu'il appelait l'élément détecteur de l'humanité. Qu'entendait-il par là? C'est justement l'effet de surplomb qui entre en jeu. Schweickart avait l'impression d'être connecté à tous les habitants de la Terre. Il a comparé cela à l'accession à une nouvelle forme d'existence. Et il n'est pas le seul à avoir ressenti l'effet de surplomb. L'astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell, a déclaré ceci à propos du fait d'être dans l'espace. C'était plutôt une extension du même processus universel qui a fait évoluer nos molécules. Et ce que j'ai ressenti, c'est une connexion personnelle extraordinaire avec ce processus. J'ai vécu ce qui a été décrit comme une extase du sentiment d'unité. Je n'ai pas seulement vu cette connectivité, je l'ai ressentie et vécue de manière sensible. J'étais submergé par la sensation de m'étendre physiquement et mentalement dans le cosmos. Quelques années après son retour de l'espace, l'astronaute Mitchell a créé un institut pour étudier les ondes cérébrales des personnes qui ont été dans l'espace. Et il s'est avéré qu'elles étaient différentes. Selon les recherches de l'Institut de Mitchell, la sensation euphorique d'unité avec l'univers crée des ondes cérébrales similaires à celles des moines en méditation. Les études de Mitchell étaient si importantes que la NASA a lancé une mission spéciale en 1998, uniquement pour analyser les effets de l'espace sur le cerveau. La mission Neurolab a étudié les cellules cérébrales d'animaux de laboratoire et de l'équipage des astronautes également, alors que ces cellules essayaient de s'adapter à l'environnement de chute libre en orbite terrestre basse. Nous ne pouvons pas tous être astronautes, mais désormais, nous pouvons tous accéder à des expériences de réalité virtuelle de ce que les astronautes ont vu dans l'espace. Internet a ouvert notre perspective terrestre pour partager l'unité et l'unicité de l'effet de surplomb et nous donner un petit aperçu de l'euphorie spatiale que les astronautes ressentent là-haut. La profession d'astronaute est probablement l'une des plus intrigantes et des plus mystérieuses qui soient. Mais t'es-tu déjà interrogé sur les détails de leur vie quotidienne? Par exemple, que se passe-t-il sous ces volumineuses combinaisons spatiales? Certaines personnes s'imaginent sérieusement que les astronautes portent des sous-vêtements en papier. D'autres sont persuadés que l'absence de gravité permet à la saleté de simplement flotter en suspension, si seulement. Le fait, c'est que les astronautes ne font pas de lessive, du tout. En 2011, la NASA a commandé une machine à laver pour la Station spatiale internationale. S'agissait-il d'un canular? En tout cas, les astronautes n'ont jamais pu s'en servir, et ce, pour des raisons évidentes. Acheminer de l'eau vers l'ISS juste pour faire la lessive semble aussi coûteux que proprement scandaleux. Les astronautes ne peuvent donc que rêver de caleçons frais et de t-shirts fraîchement repassés. Au lieu de cela, des vêtements de rechange sont délivrés à la station depuis la Terre, comme n'importe quel autre article. Malheureusement, cela n'arrive pas très souvent, car le prix du lancement de n'importe quel objet dans l'espace est tout à fait exorbitant. Les astronautes doivent donc porter leurs vêtements bien plus longtemps qu'ils ne le feraient sur Terre. La seule chose qui améliore un peu la situation, c'est que ces derniers ont tendance à perdre une partie de leur odorat dans l'espace.
Interrogés sur le sujet, certains astronautes ont admis avoir arboré, par exemple, le même short pendant des mois et n'avoir changé de sous-vêtements qu'une fois tous les 3 ou 4 jours. Il n'est probablement guère surprenant que les astronautes s'habillent, non pas pour impressionner, mais par souci de commodité et de confort. Leur tenue habituelle se compose généralement d'une chemise à manches courtes et d'un pantalon cargo long. Ce sont des vêtements ordinaires que nous portons nous-mêmes sur Terre, rien d'extravagant. Mais lorsqu'ils quittent l'intérieur climatisé de l'ISS, ils ont bien sûr besoin de vêtements spéciaux. On veut bien sûr parler de ces combinaisons spatiales très épaisses. Elles protègent les astronautes des écarts de température insensés, qui vont de 121 degrés au soleil à moins 157 degrés à l'ombre. Mais en dépit de toutes ces protections et des tubes de refroidissement qui évacuent leur chaleur corporelle, les sorties dans l'espace ont tendance à faire transpirer les astronautes. Prendre part à une EVA, c'est-à-dire une sortie extravéhiculaire, peut représenter des heures de travail acharné. N'oublie pas non plus que les astronautes portent souvent plusieurs couches de vêtements afin de rester pressurisés et bien au chaud. Ces couches comprennent une combinaison intérieure moulante qui ressemble à un sous-vêtement long. Cet habit est souvent porté à répétition et même partagé avec les autres. Et comme il n'y a pas de machine à laver à bord de l'IS, pas besoin de te faire un dessin, n'est-ce pas? Fait intéressant, il existe une personne spécialement formée qui renifle chaque article que les astronautes emportent avec eux dans l'espace. Cette mesure vise à les protéger contre les odeurs désagréables, voire nauséabondes. En effet, dans l'espace, on ne peut pas vraiment aérer la pièce si l'on n'aime pas l'odeur qu'elle dégage. C'est pourquoi la NASA est très attentive au type d'odeurs qui peuvent passer. Mais d'un autre côté, rien n'existe pour prévenir les odeurs qui apparaissent spontanément dans la station. Quoi qu'il en soit, les combinaisons spatiales et ce qui se trouve en dessous sont utilisés à maintes reprises. Et bien vite, on commence à s'inquiéter non seulement des mauvaises odeurs, mais aussi des problèmes d'hygiène et de santé. Les risques de biocontamination demeurent préoccupants. Il s'agit de bactéries, de fluides corporels et d'autres substances étrangères. La situation s'aggrave si l'on envisage des missions plus longues, par exemple sur la Lune. Par ailleurs, il n'est pas du tout pratique de laver régulièrement l'intérieur des combinaisons spatiales. L'eau est bien trop précieuse à bord de l'ISS pour la gaspiller dans une tâche aussi banale. C'est pourquoi la NASA, l'Agence spatiale européenne et d'autres organisations ont demandé à des spécialistes de développer des textiles qui puissent résoudre le problème de contamination organique de ces combinaisons. En effet, dans le cadre du programme de navette de la NASA, les combinaisons spatiales n'étaient censées être utilisées pour des voyages assez brefs, d'une durée de 2 semaines tout au plus. Mais les astronautes ont commencé à résider à bord de l'ISS pendant des périodes beaucoup plus longues. C'est pourquoi la durée de vie de leur combinaison spatiale a dû être prolongée jusqu'à 6 ans. Il n'est donc pas étonnant que les microbes soient devenus un problème beaucoup plus préoccupant qu'auparavant. Il y a plus d'une décennie, une équipe d'experts a donc commencé à rechercher différentes méthodes pour se débarrasser des microbes et des bactéries présents dans les combinaisons spatiales. Ils ont découpé des textiles en carrés de 5 cm, les ont placés dans des boîtes de pétri et ont cultivé quelques espèces de champignons et de bactéries sur ces échantillons. Certains des tissus employés étaient également imprégnés de cuivre. Cette substance possède d'impressionnantes propriétés antimicrobiennes. Lorsque les bactéries entrent en contact avec cet élément, leurs parois cellulaires et leurs membranes s'en trouvent déstabilisées. Les ions du cuivre endommagent les microbes et les rendent plus vulnérables. Les scientifiques de la NASA ont également essayé d'utiliser des textiles traités au silicone et à l'argent. Ce dernier s'est avéré aussi toxique au contact pour les microbes que le cuivre. Après avoir observé ce qui s'était développé sur les tissus au cours des 14 derniers jours, les chercheurs ont découvert qu'un seul composé avait réussi à tenir les bactéries et les champignons à distance. Il s'agissait d'une solution de molécules d'argent normalement utilisée pour désinfecter les pansements hospitaliers et autres. Mais les ions de ce métal se sont avérés un peu trop efficaces, car ils se débarrassaient de tout, littéralement. Et une stérilité totale pourrait faire bien plus de mal que de bien. Nous avons besoin d'un écosystème équilibré composé de millions de micro-organismes afin de maintenir nos organes internes et notre peau en bonne santé. En 2022, la NASA a engagé les sociétés américaines Axiom Space et Collins Aerospace pour développer la prochaine génération de combinaisons spatiales. Et bien vite, un prototype de combinaison est apparu. Il a été conçu afin d'être utilisé lors de la mission Artemis 3. L'objectif principal de ce voyage est de faire atterrir un équipage au pôle sud de notre satellite naturel. Ces combinaisons spatiales sont censées employer des textiles aux propriétés antimicrobiennes qui peuvent potentiellement réduire les risques de biocontamination.
Le système de refroidissement de ces combinaisons ajoutera également des biocides dans ces cycles d'eau, ce qui contribuera à prévenir l'accumulation de microbes. Parlons maintenant plus en détail des combinaisons spatiales. Tout d'abord, il existe deux types principaux de combinaisons. Tu as probablement déjà vu l'Advanced Crew Escape Suite, également surnommée la combinaison citrouille. Les astronautes portent cette combinaison pressurisée lors du décollage, ou plutôt du lancement puisqu'il s'agit d'un vaisseau spatial. Ces combinaisons sont indispensables à ceux qui se rendent en très haute altitude. Là-haut, la pression est si faible que l'on ne peut survivre sans une combinaison de protection adaptée. Alors que les pilotes de supersoniques portent des combinaisons partiellement pressurisées, les équipages spatiaux se doivent d'être protégés par des combinaisons qui le sont entièrement. Après tout, ils voyagent beaucoup plus haut. La combinaison est également équipée de nombreux éléments qui peuvent aider un astronaute à survivre aux situations d'urgence lors du lancement ou de l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Une combinaison citrouille ordinaire contient des fusées éclairantes, des médicaments, du matériel de survie, une radio, ainsi qu'un parachute. En résumé, les astronautes ne pourraient pas quitter la Terre sans cette précieuse combinaison orange. Mais pourquoi ces concepteurs ont-ils choisi cette teinte ? La principale raison du choix de la couleur orange est que cette teinte est l'une des plus visibles pour la recherche et le sauvetage, y compris, très probablement, le sauvetage en mer. La combinaison employée dans le cadre d'une EVA, pour sa part, remplit des objectifs différents. Les astronautes portent ces combinaisons lorsqu'ils effectuent des sorties dans l'espace. Elles peuvent les protéger des conditions difficiles de l'espace extra-atmosphérique, avec ses températures extrêmes et son vide quasi total. De plus, cette combinaison spatiale peut empêcher les petits débris de blesser les spationautes. Tu auras probablement remarqué que les combinaisons EVA sont beaucoup plus volumineuses que les combinaisons oranges. C'est parce qu'elles comportent de nombreuses couches d'isolation et de tissus de protection épais. Elles contiennent également de l'air respirable, de l'eau potable et des régulateurs de température. Aujourd'hui, chaque fois qu'un astronaute effectue une sortie dans l'espace, il utilise une longe qui l'attache à la station spatiale. En cas de rupture de la sangle, la combinaison EVA dispose d'un système de secours. Ce dernier comprend de petits propulseurs à réaction qui peuvent être contrôlés depuis la station à l'aide d'un joystick. Pour ce qui est de la couleur, tout d'abord, le blanc reflète mieux la chaleur du soleil que les autres teintes, et ainsi les astronautes n'ont pas trop chaud. De plus, la couleur blanche est la plus indiquée pour repérer le petit point que représente un astronaute dans la vaste étendue de l'espace noir. Autre détail curieux. Si les combinaisons spatiales blanches protègent les astronautes de la chaleur, elles ne peuvent pas les empêcher d'avoir trop froid. C'est alors que des gants spéciaux entrent en jeu. Ils sont dotés d'éléments chauffants particulièrement adaptés, qui permettent aux doigts des astronautes de rester bien au chaud et de continuer à fonctionner.